Bonjour à tous, je suis particulièrement content de vous retrouver ce matin pour une Voix est libre dite spéciale. Chez nous à France 3, on parle même de hors-série, de grand format et pour cause. Nous sommes ensemble pendant 1h20. Vous aurez droit bien sûr à votre flash d'info régionale à midi, présenté par Soria Khaldoun. Spécial, disais-je, car l'émission d'aujourd'hui vient clore un périple à travers les 5 départements de notre zone de diffusion. Ce voyage initié dans la perspective des élections municipales dans 15 jours. Ce voyage donc a commencé au mois d'octobre. Pour mémoire, nous avons installé le plateau de la Voix est libre à l'École des Beaux-Arts de Valence, au monastère, somptueux monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, au cœur du musée de la Mine à Saint-Étienne, à l'hôtel du département du Rhône à Lyon. Et puis enfin, dans un ancien moulinage devenu l'atelier d'une artiste peintre, c'était le mois dernier, tout près de Privas, en Ardèche. À chaque fois, nous avons mis en avant un mot, une valeur essentielle à nos yeux. Cette valeur, c'est l'engagement, d'où l'invitation lancée à des femmes, à des hommes engagés au service de l'intérêt commun, de l'intérêt communal. Vous ne les connaissez sans doute pas, ils n'ont pas l'habitude des interviews et encore moins des plateaux télé. Ils, ce sont les maires des petites communes de notre région. Et pour donner de la cohérence à notre démarche, nous en avons choisi un par département. Ils sont donc 5 avec moi ce matin. Bonjour à vous tous. Merci infiniment d'avoir accepté de venir chez nous cette fois, dans un décor qui, vous l'avez peut-être remarqué, a été réaménagé pour l'occasion. Alors certains d'entre vous ont dû se lever assez tôt pour faire la route. C'est pourquoi vous avez bien mérité ce petit déjeuner avec café, un peu d'eau aussi pour vous, et puis aussi des croissants. Surtout n'hésitez pas à vous servir, je vous le dis franchement, c'est fait pour ça. Annick Guichard, vous êtes presque une voisine de France 3, puisque vous êtes maire dans le Rhône, dans le village de Trèves. C'est votre premier mandat. Présentez-nous en quelques mots votre commune. Eh bien, Trèves, c'est le village où je suis née. Il compte 714 habitants, appelés les Tréviens. Il se situe au sud du département du Rhône. Il fait partie du parc naturel régional du Pilat et de la communauté de communes de la région de Condrieu. Son attractivité est indéniable de par son positionnement géographique à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne et à proximité des grands axes autoroutiers. Trèves, c'est une commune rurale. Il n'y a pas d'activité économique à proprement parler, mais de nombreux artisans dynamiques, des exploitations agricoles et un commerce en plein essor. Civrieux est situé à 25 km de Lyon, dans le département de l'Ain. Et depuis 19 ans, sa mère s'appelle Marie-Jeanne Béguet. Votre carte d'identité de Civrieux, Madame le maire? Alors, Civrieux, ce sont 1439 habitants. Nous sommes tout à fait près de Lyon. Nous sommes une commune urbaine ou périurbaine, suivant la façon d'appeler, de la dénommer. Nous avons une activité agricole encore très importante, mais qui voisine une activité économique, des activités industrielles. Nous sommes dans la communauté de communes d'Ombe-Saône-Vallée, 34 000 habitants, une ville moyenne entre la métropole lyonnaise et l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. Jean-Paul Capitan, lui, a fait plus de routes ce matin. Depuis 20 ans, il dirige la commune de Cordel, dans la Loire, au sud de Roanne. Monsieur Capitan, Cordel en quelques phrases. Cordel en quelques phrases, c'est un village à l'origine assez rural qui a une population actuellement de près de 900 habitants, 888. Je crois que nous avons pu gagner beaucoup de population ces 20 dernières années, essentiellement parce qu'étant proche de la ville de Roanne, nous avions voulu disposer des services comparables à ceux dont dispose une ville, notamment en termes d'animation pour la jeunesse, d'action petite enfance. Et je pense que ce développement-là a permis une arrivée de nouvelles populations. Et c'est aussi la richesse de la commune, c'est sa population qui s'est impliquée dans la vie associative. La Drôme est bien sûr présente ce matin avec Aurélien Ferlet, 33 ans, maire depuis 6 ans de Moras-en-Valoire. C'est au nord du département. Moras, monsieur le maire. Moras-en-Valoire, c'est un village médiéval de 700 habitants qui est situé en Drôme des Collines. C'est une commune qui est réputée pour son architecture vernaculaire de galets, son terroir arboricole, puisque nous sommes labellisés site remarquable du goût pour un produit emblématique qui est la poire de la Valoire. C'est une commune avec son école primaire, sa bibliothèque,
quelques commerces, cafés, restaurants, boulangeries, épiceries, une vingtaine d'artisans et d'entreprises, notamment une tonnellerie, une distillerie, un tissu associatif dynamique qui organise par exemple une fête de la poire ou un salon du livre régional. En somme, un petit village terroir de fruits où il fait bon vivre. Et enfin, le plus méridional de mes invités s'est levé plus tôt que tout le monde. Jacques Genest habite à Coucouron, dans la montagne ardéchoise. C'est à 2h30 de route de Lyon. Coucouron, en quelques mots, Jacques Genest. Coucouron est une commune de 849 habitants, située aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et de l'Ardèche, également de 3 régions, bien entendu. On fait partie du rural profond, mais aussi de la montagne. On est à 1150 mètres d'altitude. Donc, on a à la fois 2 handicaps, le rural et l'altitude, mais on a aussi beaucoup d'atouts, en particulier le tourisme qui est très important, puisqu'on a 290 résidences secondaires. Et on a également un marché le mercredi où je vous invite de venir, où il y a des milliers de personnes pour visiter. Merci beaucoup à vous. Eh bien, puisque vous avez présenté maintenant, Trèves dans le Rhône a parlé, Civrieux dans l'Ain a parlé également, Cordel dans la Loire a parlé aussi, Coucouron en Ardèche a parlé, et enfin Morat-sans-Valoir dans la Drôme a parlé. Voilà, on a refait un petit peu une mise en scène comme ça autour des élections, c'est pour être bien dans la continuité des élections municipales. Voilà pour les présentations. Il y a encore une personne dont je ne vous ai pas parlé et qui va intervenir tout au long de cette émission. Elle habite une localité située à quelques centaines de kilomètres de Rhône-Alpes. Patrick Lelidec, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis Paris, depuis les studios de France Télévisions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de recherche au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous avez beaucoup écrit sur le rôle des maires, des communes, leur évolution. Une question pour commencer. Un sondage d'Opinionway pour 20 minutes a confirmé cette semaine ce que l'on savait déjà, à savoir que les Français sont très satisfaits de leur maire. C'est souvent l'élu le plus apprécié. Autre enseignement, à une très large majorité, nos concitoyens se disent très hostiles à une professionnalisation de la fonction de maire. J'ai l'impression, vous allez peut-être me corriger, que c'est très français finalement cet attachement à l'élu local. Parce que c'est une personnalité qui est très identifiée des Français. Le maire est avec le président de la République, je dirais, les personnalités les plus populaires et les mieux identifiées par la population. C'est aussi généralement quelqu'un d'accessible, en particulier dans le monde rural, c'est-à-dire ou dans le monde des petites communes, ceux que vous avez, je dirais, sur le plateau. Donc cette proximité aussi explique cet attachement. Cette proximité, oui, c'est-à-dire que c'est une proximité, je dirais même physique, qui n'existe pas dans une ville comme Paris, mais qui existe bien évidemment dans les communes de jusqu'à 10 000, 30 000 habitants. Même, on rencontre fréquemment son maire sur les marchés. Ce n'est pas le cas à Paris. Un mot, mesdames, messieurs, sur la professionnalisation de la fonction. Quand je dis professionnalisation, c'est-à-dire ne faire que ça. Vous êtes tous dans des situations un peu différentes. Certains d'entre vous sont des professionnels quasiment. Vous avez plusieurs mandats. D'autres ont un métier à côté. Favorable, pas favorable à une professionnalisation de la fonction ? En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'on ait intérêt à évoluer vers une professionnalisation de la fonction pour des communes de notre taille. Sinon, ça voudrait déjà dire que la question financière serait cruciale. Et d'autre part, à mon avis, d'une part, l'activité ne le justifie pas. Et en plus, ça doit rester une fonction accessible à tout le monde. Pas professionnel peut-être, mais attention aussi, si les indus sont mal indemnisés, on ouvre la porte aux retraités et aux professionnels. On professionnalise indirectement. Aujourd'hui, regardez les listes qui se présentent aux élections municipales. Il y a un maximum de retraités, parce qu'ils ont le temps. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une activité, moi je l'ai connue, en même temps que d'être élu. Madame Béguet ? Oui, effectivement, la coexistence des activités rend la tâche plus difficile. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot professionnalisation ? Est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que c'est une question de compétence ? Ce qui sous-entendrait peut-être qu'il faudrait quelque chose de particulier pour avoir la compétence de maire, alors que nous sommes dans une démocratie, que nous sommes dans un système électif. Il faut veiller à ce que les élus locaux représentent la population dans sa diversité. Voilà, il ne faut pas simplement des retraités ou des gens qui peuvent se passer d'une activité professionnelle. Il faut que tous nos citoyens puissent un jour s'engager sur un mandat électif s'ils le souhaitent. Et sans être des professionnels, en tout cas, il faut se former, il faut connaître ses dossiers, il faut travailler sur le terrain. Mais effectivement, il faut veiller avec un statut de l'élu qui permette que chaque citoyen puisse s'engager en politique s'il le souhaite.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution qui puisse s'appliquer à toutes les situations. Effectivement, la taille de la commune est très importante. Et pour une petite commune, il n'est pas, à mon avis, indispensable de faire ça à 100%. On peut gérer une commune sans pour autant être à 100% à plein temps sur cette activité-là. Et par ailleurs, je pense qu'une activité professionnelle peut apporter un plus dans la gestion de sa commune. Dites-moi les uns les autres, combien d'heures par semaine vous passez dans vos mairies On ne compte à pas. disposition? On ne compte pas. Je crois quand même que notre collègue nous a dit qu'il fallait que ça représente la société. Aujourd'hui, les élus ne représentent pas tout à fait la société. Combien il y a de commerçants, combien il y a d'artisans, combien il y a d'agriculteurs. Regardez les professions des élus. Et les âges, moi je suis Et les frappé âges. même sur l'examen des listes en cours de la relative sous-représentation des gens entre 35 et 45 ans, voire 50 ans. On a quelques jeunes, on arrive à en trouver. On a des gens de plus de 50 ans, voire 60 ans à l'âge de la retraite, mais toute la catégorie de la population active qui représente en plus, je dirais, le plateau de compétences dans un développement, dans une carrière personnelle, ces gens-là sont absents et je trouve que c'est dommage. À nous de montrer à la jeunesse l'intérêt de s'engager dans la vie communale et ce que ça peut leur apporter aussi en termes de développement. Et de recruter dans nos équipes des jeunes, justement, qui puissent prendre le relais à un moment ou à un autre. Il y a un phénomène nouveau avec les intercommunalités. Il y a de plus en plus de réunions. Donc les gens, il faut qu'ils soient disponibles. Patrick Lelydec, Très important. un mot sur cette question de la professionnalisation. Je voudrais connaître votre opinion sur ce débat. Sur ce débat, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Évidemment, il y a une très faible représentativité des maires vis-à-vis de la population, dans la mesure où, en réalité, les maires, les retraités sont très largement surreprésentés par les maires. C'est une question, évidemment, de disponibilité. C'est aussi... il y a aussi une très forte masculinisation qu'on ne voit pas très bien sur votre plateau, dans la mesure où vous avez 2 femmes, mais en réalité, il n'y a que 13%. C'est le 8 mars, c'est pour ça, c'était le 8 mars. Dans la J'assume réalité, totalement cette vous avez, surreprésentation. je 14% dirais, des maires, je crois, en France, sont des femmes. 13%, oui, c'est 13%. exact. Allez-y, je vous en prie. Après, effectivement, il y a une question de disponibilité qui joue évidemment très fortement et qui est un frein, je dirais, à l'engagement chez des personnes qui ne sont pas soit dans la fonction publique, soit éventuellement dans quelques professions libérales. Mais globalement, si vous voulez, on observe parmi les actifs une très forte surreprésentation du secteur public et en particulier des enseignants. Mesdames, messieurs, la question des indemnités qui revient régulièrement, qui est souvent portée du reste par l'Association des maires ruraux, l'Association des maires de France, c'est un problème pour vous? Je pense que c'est un problème. Il n'y a pas que ce problème. C'est toujours facile, les grands élus, de parler, il ne faut pas augmenter les indemnités des maires, mais eux, ils sont très, très largement bien payés. Quand vous voyez qu'un maire d'une commune de 700 800 habitants touche 1 000 € par mois à peu près, quand vous voyez ce que touche un conseiller régional par rapport au travail qu'il fait, c'est quand même un monde. Un maire, c'est 7 jours sur 7, 365 jours. C'est combien, conseiller régional? Ça va être 2 500 €. Je veux dire, c'est un monde. Je l'ai été, je veux dire, c'est un monde par rapport à l'activité que l'on a. Alors, je précise qu'Aurélien Ferlet, vous êtes conseiller régional. C'est moins que ça, je vous le dis. Mais... non, mais il est certain que, d'abord, quand on s'engage les uns et les autres, on ne le fait absolument pas pour l'indemnité. Ça, nos concitoyens, ils en ont tous conscience. Et les indemnités des élus locaux, a fortiori les petits élus dans les communes rurales, quand on a quelques centaines d'euros, voire 1 000 € d'indemnité, et qu'on ne compte pas notre temps, notre énergie, nos frais de déplacement, d'informatique, de téléphonie, l'indemnité, il n'y en a plus à la fin, évidemment. Et puis parfois, on sacrifie, ça a été mon cas, par choix, pour s'engager pour le territoire, sa vie professionnelle, à un moment donné de sa vie, pour s'engager pour le territoire. Dans mon cas, même si je suis évidemment pas à plaindre, et je le dis, j'ai fait le choix de renoncer temporairement à ma vie professionnelle pour m'engager sur mon territoire. Et du jour au lendemain, j'ai perdu la moitié de mes revenus. Vous ne pensez pas du coup que cette question des indemnités, malgré tout, elle fait qu'un certain nombre de jeunes, par exemple, ne sont pas forcément attirés par la fonction? Oui, Moi, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment lié au problème des indemnités. Non. Je pense plus que les jeunes hésitent à s'engager. C'est un investissement important. Il faut être orienté sur les autres. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est un peu plus égoïste, on va dire. Mais je ne crois pas que ça soit lié aux indemnités. Je pense même, qu'il ne faut surtout pas en faire un miroir aux alouettes. C'est sûr. Parce qu'il risque d'y avoir des cuisantes déconvenues si la seule motivation était la question de l'indemnité. Parce que, à mon avis, si déjà on veut être représentatif et que ça soit une fonction ouverte, elle doit être dans la société civile. On doit avoir un travail comme tout un chacun. Et en plus, c'est pas à travers ça qu'on est attendu.
Je reviendrai sur la démographie des maires. Effectivement, il y a beaucoup de retraités. Mais les retraités, c'est aussi la frange de la population la plus âgée. Et je reviens sur ce qu'a dit madame. Je pense qu'une des causes de la sous-représentation des jeunes et des classes qui sont au travail pour le moment, c'est certes la question du temps, mais je pense, comme vous le disiez, que c'est aussi la question de l'engagement. Il y a quand même une évolution de la société qui fait que l'individualisme, l'intérêt individuel prend pour beaucoup le pas sur l'engagement. C'est un engagement particulier aussi. On trouve des gens, et notamment des jeunes, qui veulent s'investir dans la vie associative, parce que c'est un engagement où on trouve encore et heureusement du monde. Mais être élu, c'est quand même pas un engagement tout à fait comme les autres. On prend quelques risques. Il y a des procédures de plus en plus complexes. Il faut gérer des budgets, du personnel on va en parler communal. dans un instant de ces procédures complexes. Je voudrais inquiéter. d'abord retourner dans cette localité qu'on appelle Paris pour avoir l'opinion de Patrick Lelydec sur la question des indemnités. Elle vous semble aujourd'hui pertinente pour expliquer peut-être ce qu'on appelle une désaffection d'un certain nombre de maires? Alors, je pense qu'il faut évidemment être conscient de plusieurs éléments. D'abord, qu'il y a une très très forte déconnexion entre le temps de travail, si vous voulez, et les rémunérations dans le monde électif. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'a dit un de vos invités tout à l'heure est très juste. Vous avez certaines fonctions qui sont très chronophages et qui sont finalement assez peu rémunérées au regard du temps qu'on y consacre, et d'autres fonctions qui peuvent être très rémunératrices au regard du temps qu'on y consacre. Et donc, je pense que votre tableau mériterait peut-être d'être complété par la question des indemnités qui sont également perçues au titre des fonctions intercommunales. Les maires sont souvent aussi vice-présidents d'intercommunalité, parfois présidents de syndicats intercommunaux. Et donc, au total, cela peut représenter un petit plus, parfois pas négligeable. D'autre part, pour comprendre également la surreprésentation, je dirais, des retraités parmi les élus, il faut savoir que les cumuls de pensions, de retraite et les indemnités sont évidemment possibles. Et donc, c'est une incitation de ce point de vue-là qui explique probablement une partie de la physionomie du monde des maires, avec effectivement cette surreprésentation des retraités. Alors, je vous ai tous eu au téléphone cette semaine pour préparer cette émission, bien sûr, et je vous ai posé une question dans nos entretiens sur ce qui est ou ce qui a été l'une de vos principales difficultés, préoccupations pendant votre mandat. Et tous, vous avez évoqué l'urbanisme. Mesdames, messieurs, c'est quoi le problème? Question naïve, hein, vous l'avez bien compris. Hein. Je sais quel est le problème, hein, mais... C'est un problème d'actualité, parce qu'il y a 20 ans, ce problème d'urbanisme n'existait pas. Aujourd'hui, à un moment ou à un autre, il a été, en milieu rural, il a été voté une loi, je pourrais donner, et qui a fait que dans le monde rural, avant, on pouvait construire. Maintenant, on a décidé de réduire. Et aujourd'hui, ça devient une catastrophe pour construire. Et où j'arrive pas à comprendre, c'est que cette théorie très urbaine qui nous interdit de construire dans le milieu rural, c'est une conséquence dramatique pour l'économie. On a quand même quelques millions de chômeurs en France et le bâtiment souffre. Et chez nous en particulier, d'une commune comme chez moi, il y avait beaucoup de permis de construire. L'année passée, il y en a eu pratiquement point. Et ça, c'est très grave économiquement. Alors, en ce qui concerne l'urbanisme, moi je dirais qu'effectivement aujourd'hui, on ne gère plus l'urbanisme comme sans doute il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des lois qui s'imposent à nous. Il y a des instances supérieures, je veux dire, telles que le SCOT. Schéma de cohérence territoriale, vous m'arrêtez, hein, si je me trompe, vous me rectifiez, je compte sur vous. Hein. Donc il y a également les règles, pour ce qui nous concerne, du parc naturel régional du Pilat. Donc il y a un certain nombre de choses qui encadrent le document d'urbanisme, donc le plan local qui rend, d'urbanisme. si je m'imagine, plus complexe le montage des projets. Exactement. Et ensuite également, qui rend plus complexe l'instruction des permis de construire. Alors bien sûr, aujourd'hui, l'instruction des permis de construire est encore réalisée par la DDT. Direction des territoires. Ça ne sera bientôt plus le cas, mais en tout cas aujourd'hui, c'est encore le cas. Et malgré tout ça, on se retrouve confronté à des situations, et notamment, nous, on a eu 2 procès à gérer durant cette mandature. Je suis d'accord avec mes collègues quand on dit qu'effectivement, les marges de manœuvre sont assez réduites parfois pour les maires, parce qu'il faut consulter un certain nombre de personnes publiques associées qui donnent leur avis sur les plans locaux d'urbanisme que nous élaborons. Cela dit, il faut reconnaître aussi que pendant quelques années, un certain nombre de communes ont fait un peu de l'étalement urbain, du mitage, parfois n'importe quoi, avec des réseaux qui ne suivaient pas les permis de construire. C'est aussi sain pour notre avenir que parfois on densifie un peu, qu'on ne construise pas n'importe où et qu'on pense l'avenir de nos communes à 10-15 ans de manière un petit peu plus rationnelle. Donc, voilà. Jean-Paul Capitan, vous trouvez que vous avez auprès des administrations d'État, on parlait de la DDT tout à l'heure, l'appui, le soutien nécessaire. Est-ce que vous parlez le même langage?
Je suis réservé. L'urbanisme, c'est le nerf de la guerre d'une commune. C'est son moyen de développement. Et du coup, c'est aussi la garantie pour un maire d'assurer le développement, pas pour se développer à tout prix, mais pour maintenir la vie sur le long terme des équipements publics. L'investissement public, on le fait sur 20 ou 30 ans, une école, un équipement, et donc il faut avoir un peu de visibilité. Or, l'application, pour répondre à votre question, de la loi, quelquefois un peu stricte, par des services de l'État qui, en plus, a connu, via la révision générale des politiques publiques, une réduction des moyens humains, on est souvent dans un kit de prêt-à-penser qui est extrêmement rigide et qui vient se confronter à la volonté du territoire. Et actuellement, nous avons travaillé avec la communauté de communes et les communautés de communes voisines sur un schéma de cohérence territoriale, et on voit bien qu'on s'oppose à la vision des services de l'État. Et quelque part, il y a ceux qui vivent le territoire, et ceux qui le vivent de l'extérieur, mais qui passent, parce que tous les fonctionnaires passent. Donc ils n'ont pas la même, comment dirais-je, responsabilité et le même ancrage. On nous rappelle un texte, mais ils ne seront plus là dans quelques années, et nous, il faudra que ça continue. Oui, tout à fait, je partage votre point de vue. Cependant, je rajouterais qu'il y a aussi les gens qui vivent là et qui ont leur façon de voir et leur façon de voir se développer la commune. Et c'est vrai que les élus locaux sont quand même, je dirais, les plus à même de gérer le PLUI. Et effectivement, les documents au-dessus du plus sont indispensables. Faire un SCOT, etc. Mais j'allais dire qu'on doit laisser au territoire assez de latitude vous êtes trop corseté s'il fallait aujourd'hui, trop contraint. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Il ne faut pas mettre les villages sous cloche parce qu'effectivement, on a besoin d'un certain développement pour nos écoles, nos commerces, nos services. Mais de l'autre côté, j'entends aussi votre argument, M. Ferlet, en disant il faut faire du développement qui soit respectueux de cette stratégie naturelle dont on a besoin. En urbanisme, c'est le vrai domaine de l'hypocrisie. On nous dit le PLU est fait par le maire et le conseil municipal. On prend tous les coups et à la fin, c'est le préfet qui décide de vous réduire encore le truc. Et puis, il faut arrêter de dire l'administration. Oui, de l'administration, il y a les ayatollahs. Mais l'administration ne fait qu'appliquer les lois qui ont été votées. J'ai dit au Congrès des maires ruraux, nous venons de supporter Borloo. Maintenant, nous avons Duflot. Toutes des vues très parisiennes et très dangereuses pour notre milieu rural. Un SCOT, c'est très bien autour de Lyon, c'est très bien autour d'une grande ville. Nous, dans le désert, on n'a pas besoin d'un SCOT pour une ville à 60 km. Je dis, arrêtons d'être hypocrites. Oui, on a quand même besoin de quelques garde-fous parfois. Ah, mais j'avais envie de me placer dans une perspective de recul historique en me disant est-ce que nos beaux villages seraient ce qu'ils sont aujourd'hui si on avait eu le SCOT et le PLU il y a 3 siècles? Alors certes, il faut éviter l'étalement urbain, mais je pense qu'on est dans des phénomènes de cycle et de mode. On a la loi solidarité renouvellement urbain qui prescrit d'un développement exclusivement dans les villes, des villes sur elles-mêmes, mais ça veut dire que si on l'applique de manière trop étanche, il n'y a plus rien pour le rural. Et d'autre part, le lobby de l'agriculture et des consulaires, des chambres consulaires, qui aujourd'hui nous empêcheront pratiquement de consommer quoi que ce soit comme espace. Enfin, c'est pas réaliste. Patrick Lely. Ah pardon, allez-y, madame. Et derrière, il y a aussi l'idée que en évitant les constructions, comme vous l'indiquez, dans des zones plus rurales, on va faire des économies. Et là, je ne partage pas ce point de vue. On peut faire autre chose que du lotissement, parking à maison aussi en termes d'aménagement. Oui. C'est aussi une autre vision de l'urbanisme, et quand même de ce point de vue-là, on peut dire qu'on va dans le bon sens. Patrick Lelydec, je voudrais un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Eh bien, au risque d'être en désaccord et de jouer le rôle du Parisien dans cette affaire, je vais vous dire qu'il y a, à mon avis, 3 problèmes importants quand même qui sont liés à l'exercice communal des prérogatives en matière d'urbanisme. L'étalement urbain est une préoccupation très importante à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique, parce qu'on sait que le coût des énergies fossiles va littéralement exploser dans les années qui viennent. Et donc, ce faisant, lorsque vous construisez très loin, eh bien, la conséquence, c'est qu'on a très souvent quand même des ménages qui travaillent dans les villes, qui viennent se loger là, qui vont avoir des trajets de domicile-travail très très importants, qui s'endettent très fortement pour se loger, et qui ne seront pas en capacité, dans 15 ans, dans 20 ans, de faire face véritablement à leurs charges. Et à ce moment-là, c'est la puissance publique
qui sera appelé au secours. Et je dirais, certains des élus qui auront délivré ces permis de construire, eh bien, eux aussi ne seront plus là. Donc, on a beau jeu de dire les fonctionnaires seront partis, mais beaucoup d'élus aussi. Je le crains. Donc, si vous voulez, mon sentiment, c'est que cette dispersion, elle a un coût écologique, elle a un coût économique très important qui est pour le moment dissimulé, mais qui va apparaître très rapidement pour les ménages. Et puis, il y a également des coûts importants, je dirais, pour l'ensemble de nos concitoyens, qui sont les coûts qui sont dus en réalité à la dispersion de la population. Alors vous l'imaginez bien, votre intervention a été commentée sur le plateau. Jacques Genest. Je poserai qu'une question à ce monsieur. Et le coût social d'entasser tout le monde en ville, il n'est pas plus cher que le coût écologiste et économique? On voit ce que ça a donné dans les dernières années, d'entasser tout le monde dans les grandes villes et dans les villes. Je crois que ça aussi, il faut arrêter d'avoir une pensée unique. Il faut regarder comment vivent les gens. On ne parle pas des coûts de transport. En grandes agglomérations, le temps perdu, les heures perdues dans les transports par rapport à ce qui se passe dans nos territoires. Alors, c'est les métropoles, je pense qu'on pourrait développer. Et puis la deuxième question, c'est avec une théorie telle que celle que vous développez, que deviennent les territoires ruraux? Et tous les investissements qui ont été faits, qu'est-ce qui va rester comme vie? Alors je sais bien qu'il y a des urbanistes, il y a des penseurs qui disent qu'on va aller vers la concentration de plus de 80% de la population dans les zones urbaines. On n'a pas sur nos points de vue des opinions si divergentes que ça. Les élus sont des gens responsables. Les plans d'occupation du sol d'hier ne sont pas les plans locaux d'urbanisme d'aujourd'hui. On a tous fait des efforts, on densifie, on regroupe l'habitat et les services dans les centres-bourgs. Je pense quand même qu'il y a des modèles de plus en plus vertueux et les scénarios d'étalement urbain que je dénonçais tout à l'heure, on les voit de moins en moins. Et heureusement, c'est une bonne chose. On va quand même dans le bon sens. Est-ce que ce n'est pas une réflexion qui s'appuie sur les technologies du passé? Demain, avec le développement du télétravail, est-ce qu'on ne peut pas faire coexister justement cette obligation pour les populations actives d'être au travail dans des zones rurales et éloignées, si socialement elles s'y trouvent mieux et si ces zones leur apportent la satisfaction de leurs besoins En termes de qualité de vie, vous voulez dire notamment. Alors, oui, moi je pense que... Pardon. Moi, je voulais juste dire que moi, je trouve que effectivement, les arguments qui sont avancés sont tout à fait entendables et se justifient. Il faut effectivement qu'il y ait une maîtrise de l'évolution de l'urbanisme et qu'on évite de faire des habitations à des endroits qui ne se justifient plus aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est tout à fait justifié. En revanche, ce qui est difficile pour nous élus, c'est ensuite d'expliquer ça à notre population, où là, on se heurte parfois à des intérêts personnels et il est difficile de faire passer ce message. Oui, enfin, moi, je voulais aussi dire que la dimension sociale, c'est aussi, dans nos communes, je pense, l'identité, un sentiment d'appartenance, une culture qui permet aux gens, y compris aux plus faibles, d'avoir une visibilité sociale et une place qu'ils ne trouvent pas en ville. Et de ce fait-là, je pense que si on regarde, il faut regarder les externalités positives et négatives. C'est-à-dire pas simplement opposer le coût d'un côté, mais de l'autre côté, j'allais dire le mieux-disant social ou comment ça s'appelle, le point de bonheur brut, ou je sais pas, le PIB, le point de... ouais, bon. Et où là, effectivement, on oppose des choses qui ne sont pas totalement sur le même registre. Mais ce qui fait société, c'est l'ensemble et le bilan général final. Le bonheur national brut, inventé par notamment la République du Bhoutan. Oui. Voilà. Le royaume du Bhoutan. On est 5 maires de petites communes, mais on n'a pas la même vision. Que l'on soit dans la vallée du Rhône, que l'on soit dans la région lyonnaise ou moi sur le plateau des Choix, on n'a pas la même vision. Nous, on est content d'attirer des gens. Certaines communes rurales sont contentes qu'ils ne viennent pas, parce qu'il y a déjà trop de construction. Et je crois qu'en France, on veut faire toujours le même système, le même schéma. Alors Patrick Lollidet, comme le débat est engagé, c'est ce que je voulais vraiment avec des gens engagés, et vous l'êtes, une réponse, une remarque sur ce qui vient d'être dit? Je crois que si vous voulez, on voit bien la diversité sur votre plateau, sur ce sujet-là. C'est un sujet évidemment très très sensible. Il y a une chose importante qui a été dite, c'est que les élus se heurtent de ce point de vue-là aux intérêts personnels et aux pressions de leurs concitoyens. Elles sont très fortes. À mon sens, ces prérogatives-là, elles devraient se situer au niveau intercommunal pour qu'elles soient soustraites à la pression directe des citoyens, puisque les enjeux sont évidemment très lourds. Et idéalement, je pense que de toute façon, on ira vers une situation dans laquelle
il faudra que les emplois et les logements soient situés au même endroit. C'est-à-dire les déplacements pendulaires qui consistent à faire 1 heure de voiture le matin pour aller travailler et 1 heure le soir pour revenir, c'est tout simplement pas gérable à long terme. On le sait. Et donc, désormais, le principal enjeu, c'est d'avoir une organisation institutionnelle qui soit adaptée à ces évolutions économiques et sociales. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je regrette que la loi Duflot n'ait pas véritablement réglé la question. Il faut avoir des emplois déjà en France. Oui. J'ai vu quelques mots, je vais appeler ça comme ça, quelques mots désapprobatrices peut-être. Non du tout, mais est-ce que c'est réaliste? Voilà. Aujourd'hui, on constate quand même, nous, justement, on est dans une position géographique, on attire beaucoup de gens de Lyon et de Saint-Étienne qui vont travailler sur Lyon et Saint-Étienne. Donc on est à 40 km de Lyon, on est à 30 km de Saint-Étienne. La circulation est telle que vous n'êtes pas à Lyon avant 1 heure, quoi. Hein. Donc, et les emplois sur notre village, il y en a très peu, et on peut. Je doute qu'à l'avenir, il y en ait beaucoup plus. Moi, je pense quand même que j'habite le nord du département de la Drôme, dans une communauté de communes récente qui s'appelle Porte de Drôme-Ardèche. On a quand même un certain dynamisme, on a des entreprises qui s'implantent, on a des difficultés comme tout le monde, mais on a aussi des emplois qui se créent. Et moi, je ne me satisfais pas d'avoir des gens de chez moi, des Maurassiens qui vont travailler à Valence ou à Lyon. Il faut aussi qu'on relocalise de l'emploi local, qu'on limite les déplacements, je suis complètement d'accord, mais il faut aussi qu'on pense au développement de tous les territoires. Alors, Oui, pardon. Monsieur Capitan, à vous, après Madame Béguet. Excusez-moi. Oui, enfin, moi, je pense effectivement, par rapport à ce que dit M. Lolidec, qu'il y a un système spatial local à l'échelon de la communauté de communes qui est quand même assez pertinent. Mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on évolue dans le regard intercommunal pour dépasser le seul niveau de compétences communaux-communales et avoir une vision. Mais on peut effectivement développer de l'emploi, avoir une vision de l'aménagement du logement et des services à la population qui ne soient pas déclinés systématiquement à l'aune de chaque commune. Bien sûr. on est bien d'accord. C'est bien ce qu'on fait dans la plupart des communautés de communes. C'est ce qu'on fait dans notre communauté de communes, dans laquelle nous avons à la fois la compétence évidemment économie, mais aussi on a pris de la compétence des transports en commun. Un dernier mot, Monsieur Jeunesse, parce qu'il y a un thème qui est venu naturellement dans nos discussions et que je veux aborder maintenant. Vous vous doutez de quoi je parle? Madame, oui, l'intercommunalité peut être importante pour l'urbanisme. Mais alors attention, c'est une question de fond. Pourquoi avoir des communes? Quand les maires n'auront plus l'urbanisme, n'auront plus la voirie, n'auront plus les ordures ménagères, qu'est-ce qui va leur rester? Le cimetière, la gestion du cimetière, l'état civil, les conflits entre les voisins et la présidence du repas de troisième âge. Donc c'est à mon avis le vrai problème. L'urbanisme est un élément essentiel du développement d'une commune, il a dit notre collègue. Je n'ai pas dit que parce qu'on avait une réflexion commune au niveau de l'intercommunalité qu'il fallait que les plus soient forcément intercommunaux. Les élus sont libres. Les élus sont libres. Aujourd'hui, la loi Allure, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on peut avoir des PLU intercommunaux, c'est la loi. Mais les maires aussi, une minorité de 25% représentant 20% de la population, peut décider que les PLU restent communaux. Au départ, c'est pas ça la loi. Donc oui, mais ça laisse quand même de la liberté, de la souplesse locale. Voilà. Donc n'oublions pas que les élus ne sont pas déconnectés des intercommunalités. Les élus qu'on a dans nos communautés de communes, c'est les mêmes que devant nos conseils municipaux. D'autant plus avec le scrutin qui va être le nôtre au mois de mars, le scrutin fléché où donc les conseillers communautaires vont être élus au suffrage universel direct. Et à ce propos, je vais citer une phrase que vous m'avez donnée cette semaine, Monsieur Lolidec. Vous m'avez dit: le mandat qui s'ouvre est celui de l'extinction du suffrage communal. Oui, je pense que... J'espère que non. Je crains. Je dirais, c'est en tout cas un mandat durant lequel, très clairement, une part croissante des prérogatives vont être exercées à une échelle communautaire. À l'heure actuelle, vous avez déjà des budgets des communautés qui représentent 40% du budget des communes. Et il est très clair qu'avec la contrainte budgétaire qui va s'exercer, il y aura probablement au moins 10 milliards d'euros de moins sur la DGF, c'est-à-dire une baisse de l'ordre de au moins 20% durant les 3 prochaines années. DGF, c'est la contribution de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire des concours financiers de l'État aux collectivités. Et donc, cette contrainte budgétaire ne pourra pas permettre de maintenir l'organisation institutionnelle de manière constante. Il a été dit tout à l'heure que la révision générale des politiques publiques s'était traduite par un éloignement progressif des services de l'État, par une régionalisation. Mais je dirais que c'était la conséquence tout simplement de la contrainte qui s'est déjà appliquée en matière de recrutement du côté de l'État, puisque un fonctionnaire d'État sur 2 n'a pas été remplacé.
En gros, les 10 dernières années, vous avez eu une diminution de 200 000 agents du côté des services de l'État et un accroissement de 200 000 agents du côté du bloc communal, communes et intercommunalité. Bon, cette dynamique, elle ne va pas pouvoir se poursuivre. Et donc, la conséquence, c'est qu'effectivement, beaucoup de communes vont devoir transférer des compétences à l'échelon communautaire de manière massive entre 2014 et 2020. Alors, l'intercommunalité au cœur de ce débat maintenant, Je vos crois opinions respectives. Je crois qu'il ne faut pas oublier le principe de subsidiarité et qu'il ne faut passer à l'échelon supérieur que ce que l'on ne peut pas faire seul. C'est une question de bonne gestion. Mais ce et que de dit bon Patrick sens. Lelydec, c'est Et qu'on va sachant- aller encore plus loin, c'est-à-dire que de plus en plus de compétences, Oui, c'est la mesdames, réalité. messieurs, vont vous échapper, soyons Bien clairs, sûr. et vont passer à l'échelon communautaire. Non, Oui. ils ne vont pas nous échapper Échapper parce puisque- que les élus Oui, on est toujours- intercommunaux sont les sont mêmes. aussi les élus communaux. Oui. Ne séparons pas communes et communautés de communes. Moi, je suis sur un territoire où l'intercommunalité à taxe professionnelle unique, on la pratique depuis plus de 20 ans. On avait créé une communauté de communes dès 92, la loi ATR, Rhône-Valoir, dans le Nord-Drôme, à taxe professionnelle unique, avec des dotations de solidarité aux communes, avec un certain nombre de compétences communautaires. Il ne faut pas opposer communes et communautés. L'intercommunalité, on en a besoin pour faire du développement économique, de l'aménagement du territoire à grande échelle. Mais on aura toujours besoin des communes parce que c'est la proximité, c'est la quotidienneté, c'est la solidarité. La première porte que nos concitoyens poussent pour demander une question, avoir besoin d'un service, c'est la porte de la mairie. On aura toujours besoin des communes. Je partage tout à fait votre point de vue. Pour nous, petites communes, le passage à la communauté de communes est un passage obligé. Parce qu'aujourd'hui, nos finances sont telles que nous ne pouvons pas assumer tous les investissements nécessaires avec le budget dont on dispose. Nous vivons principalement avec les ressources des impôts et les dotations de l'État. Donc les dotations de l'État vont sans doute diminuer. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas assumer tous les investissements nécessaires. Et c'est pour cela que, je trouve que mutualise, la on commune, rationalise, on fait ensemble plus mutualise les efficacement. moyens. Des communes plus riches, je dirais, sont solidaires des communes les plus pauvres au sein d'une On même fait ça communauté tous les jours, de des communes. crèches intercommunales, on Voilà. entretient nos cours d'eau Il y a des- Et ensemble. j'entends ce que vous me disiez fait tout des à l'heure, équipements par exemple, sur sportifs l'urbanisme. communautaires. Tout à Vous me fait. disiez les dossiers sont de plus en plus complexes. Donc j'imagine que votre secrétaire de mairie, vos adjoints aussi, pour un certain nombre de dossiers, n'ont soit pas le temps, soit pas forcément toujours la compétence pour monter les dossiers. Donc là, l'intérêt de l'intercommunalité est évident pour vous. Alors, moi, je crois que c'est effectivement ça. On la voit parce que finalement, c'est un phénomène assez récent. On est parti, ça fait jamais que 30 ou 40 ans d'intercommunalité. On a commencé à nous imposer des lignes d'action, le développement économique, le traitement des ordures, enfin, des choses comme ça. Ensuite, la loi de 99 a dit, écoutez, non, il faut il y a des coquilles vides, donc il faut vraiment que vous passiez par des passages obligés. Et pour finir par dire, écoutez, définissez l'intérêt communautaire. Donc on voit bien qu'on a à peu près tout essayé. Et qu'aujourd'hui, ce qui me semble, c'est qu'il faut réinventer un modèle au niveau du bloc communal et intercommunal local, où on n'est peut-être même plus dans la solidarité. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire. Parce que tant qu'on a des moyens, chaque commune peut faire telle ou telle chose, on est d'accord ? Mais à certains moments, ça serait peut-être plus pertinent de le faire à une échelle de 2 ou 3 communes à l'intérieur de la communauté de communes. bien sûr. Et du coup, il faut changer de paradigme. Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu, c'est que la commune, c'est effectivement le premier échelon de base, et puis c'est là où on se définit l'appartenance, l'identité des habitants, le contact avec un élu responsable, faut le garder. Mais ensuite, l'échelle de gestion, elle est peut-être plus à opposer entre la commune et la communauté de communes. Jacques Genest. Oui, moi je pense que c'est un problème de fond. On ne peut pas, si toutes les compétences sont données aux intercommunautés, ce que je ne le conteste pas, et que les finances des petites communes baissent, parce que Madame l'a dit, l'essentiel des communes, j'étais percepteur dans le temps, donc l'essentiel des communes rurales, c'est la DGF et les impôts. On ne peut pas garder des communes qui n'auront plus de pouvoir et qui n'auront pas... le maire n'aura pas les moyens. Regardez la loi. On a baissé de 9 à 7 les élus municipaux dans les petites communes de moins de 100 habitants. Je vous signale que les élus municipaux ne coûtent rien. C'est des bénévoles. Dans le même temps, on a augmenté le nombre de conseillers généraux. On marche sur la tête. On parle d'économie, mais c'est toujours pour les autres. L'État peut faire des économies aussi, et très largement. Patrick Lelydec, parlez-moi de cette disposition dans la loi de finances qui, semble-t-il, incite assez fortement, on va dire, à la mutualisation des moyens et des compétences. Si je peux quand même revenir un instant sur ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est que on dit les petites communes coûtent rien, mais je veux dire la dispersion de la population, quelle que soit la bonne volonté des élus, et elle n'est pas en cause, la dispersion de la population, elle a un coût effectivement important pour
les finances publiques. C'est-à-dire concrètement, vous avez des endroits les territoires, dans les grandes villes où vous avez 40 élèves par classe, et puis dans d'autres endroits où vous avez 8 élèves par classe devant un même professeur. Bon, je veux dire, ça a un coût pour les finances publiques. On ne peut pas faire comme si ça n'en avait pas. Ensuite, je dirais très rapidement, sur la question de la diminution du nombre d'élus, bon, à partir du moment où il n'y a plus de candidats, il n'est pas illogique de diminuer le nombre d'élus. Je ne crois pas, si vous voulez, pour l'instant, que sur les 10 dernières années, la contrainte budgétaire qui s'est appliquée sur l'État a été de manière équivalente exercée sur les collectivités locales. La réalité, c'est que la progression des effectifs a été de 200 000 du côté des collectivités locales et qu'il y a eu une diminution du côté des services de l'État. Hors transfert de compétences, hors décentralisation, ce sont les chiffres de l'INSEE. Hein. Donc on peut raconter que l'INSEE c'est n'importe quoi, mais jusqu'à présent, ces chiffres s'avèrent parfaitement fiables. Patrick Lelièvre, je comptais sur vous pour jouer l'aiguillon de ce débat. En tout cas, je suis servi, ça réagit énormément ici. Allez-y, Madame Béguet. Oui. Eh bien, tout d'abord, certes, nous avons créé des emplois, mais nous avons créé des emplois parce que nous avons plus de compétences, et notamment des compétences que l'État n'assume plus. Dans quelques mois, l'État ne va plus assumer l'instruction des permis de construire. Et non financé. Et Les il n'y transferts sont pas. a pas de transfert financier. Eh bien, nous, il faudra bien qu'on ait du monde pour instruire nos permis de construire. Hein, je ne parle pas des haltes garderies, de la petite enfance, qui sont des compétences. Vous n'avez pas encore parlé des rythmes scolaires. Oui, L'aménagement des rythmes scolaires. C'est le moment où ça doit sortir. Il y a aussi l'attente de la population. Les attentes sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, les familles qui viennent, elles s'inquiètent de savoir s'il existe des activités périscolaires, une garderie, une cantine, un centre de loisirs. Si vous ne disposez pas de ça sur votre commune, forcément, vous êtes moins attractif et c'est un problème. Et voilà. Ne voyons pas les élus comme une plaie, mais comme une chance pour la démocratie locale. Enfin, on critique souvent le millefeuille. Non, mais on dit il y a trop d'élus, trop de conseils municipaux dans trop de communes. Le millefeuille, les financements croisés qu'on critique beaucoup, c'est aussi et surtout la solidarité territoriale dans les communes rurales. S'il n'y avait pas des collectivités qui aidaient, il y a des projets de territoire qui ne verraient pas le jour. Nos 500 000 conseillers municipaux français, moi je veux bien qu'on les supprime, mais c'est des élus qui coûtent rien, qui sont bénévoles. Et s'ils n'étaient pas là, c'est des techniciens, des prestataires de services qu'il faudrait payer pour réaliser un certain nombre de choses. Donc c'est peut-être des économies qu'on fait faire à nos contribuables. Jean-Paul Capitan. Moi, je dirais qu'on n'a que les élus qu'on mérite et que les élus donnent à la population les services qu'ils perçoivent. Après, c'est une question, c'est un peu comme une entreprise et un comité d'entreprise. Plus on est pertinent dans l'offre de services, plus il y a un sentiment d'adhésion, plus il y a une consommation de services, mais en même temps, quelque part, à condition qu'on nous laisse nous développer, c'est bien le retour sur investissement quand les gens viennent parce qu'il y a du service dans les communes. Dans une commune comme la nôtre, nous avons depuis maintenant 20 ans pratiquement une structure d'accueil pour la petite enfance. Nous avons un centre de loisirs permanent pour une commune de moins de 1000 habitants, ce qui nous a permis de mettre en place les rythmes scolaires sans difficulté. Et ça, pour moi, c'est l'essence même du boulot du maire, c'est d'apporter du service, c'est de développer sa commune. Faut pas qu'on nous... Alors, je voudrais inviter votre aimable correspondant à venir chez moi. Chez moi, l'école la plus proche est à 25 ou 30 km. Patrick Lelièvre, vous savez où vous passez aux prochaines vacances. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, c'est les 30 et quelques mille communes, c'est une histoire. C'est une histoire et c'est très important. L'augmentation de la fonction publique territoriale. Oui, il y a eu les transferts de compétences. Mais moi, je dis honnêtement, ce que je l'ai vécu dans les conseils généraux, la prolifération des gens du cabinet, tout ça. Là, il y a des économies à faire à la région, au département et dans les grosses collectivités. Arrêtons de parler des petites communes. Les petites communes, moi j'ai une secrétaire de mairie, un cantonnier. Mais dans les grosses collectivités, on place des copains. Il y en a de partout. On ouvre les portes, il y en a de partout. Je pense que ce qui fait société, c'est pas d'opposer l'État et les collectivités, mais je m'interroge pour savoir si le temps n'est pas venu de se dire, maintenant, effectivement, il y a eu peut-être un transfert, un glissement vers le bloc communal ou départemental, régional de l'exercice de l'administration et de la gestion. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut se poser la question d'arrêter à ce qu'il y ait encore des services parallèles de l'État qui soient aussi dans la gestion, et à ce moment-là, dire, vous êtes là pour du contrôle, vous êtes là pour de la cohérence nationale, mais qu'on arrête d'être à gérer à deux, parce qu'on parle de bloc de compétences et de maintien de la clause de compétence générale, alors que tout le monde fait tout, et que sous l'œil de l'État, qui est de moins en moins
outillés pour le faire. Donc, Juste, j'avais une question tout à l'heure que je vous ai posée, Patrick Lelydec. J'aurais une réponse rapide. Vous m'avez parlé de cette loi de finances qui prévoit donc une disposition qui, on va dire, incite encore plus à la mutualisation des moyens, à l'intégration, si je puis dire, intercommunale. Tout à fait. C'est-à-dire que la loi de finances pour 2014, dans la loi de finances pour 2014, a été introduit un coefficient de mutualisation des services fonctionnels qui va inciter financièrement les communes à transférer leurs agents en charge des services fonctionnels au niveau intercommunal pour réaliser des économies. Et les bons élèves recevront, je dirais, une dotation de l'État qui diminuera moins que ceux qui, je dirais, conserveront leurs effectifs au niveau communal. Et c'est une dynamique qui est, de ce point de vue-là, totalement inéluctable, car il faut être conscient que nous avons bientôt 2000 milliards d'euros de dettes, avec effectivement des charges de la dette qui deviennent écrasantes et qui absorbent en réalité le montant de l'impôt sur le revenu. Si les taux d'intérêt augmentent, eh bien, je dirais, l'État français et les collectivités avec elles sont en faillite. Cette situation est une réalité et donc ça implique effectivement de réorganiser nos administrations locales. Ça implique aussi de réorganiser l'État, mais ce processus, je dirais, il est déjà très largement avancé. L'État transfère l'instruction des permis aux collectivités, c'est tout simplement parce qu'il n'a plus les fonctionnaires dans ses services pour exercer ses compétences, parce que ces fonctionnaires n'ont pas été remplacés lorsqu'ils sont partis en retraite. On a bien conscience que, malheureusement, il faut aussi que les collectivités prennent leur part à l'effort de redressement des finances publiques nationales. On ne dit pas le contraire. Simplement, il faut aussi pas casser les outils qui marchent. Parce que dans les périodes de crise économique que nous connaissons, les collectivités investissent, elles ont beaucoup investi dans les communes, les départements et les régions, et elles ont été aussi un formidable amortisseur de la crise économique, en faisant travailler des entreprises locales, en maintenant des tissus d'emploi, en protégeant la population par leur présence sur le terrain. Donc attention, les collectivités ont aussi joué ce rôle d'amortisseur de la crise, et heureusement qu'elles ont pu investir pour limiter les dégâts par endroit. Madame Guichard. Moi, je dirais qu'en ce qui concerne les petites communes et ma commune en particulier, en fait, il n'est pas question d'avoir un personnel pléthorique parce que nos moyens sont tels qu'on est vraiment très limités. Vous êtes combien dans votre commune? Juste pour qu'on sache de quoi on parle. Nombre d'employés, Oui. il y a 7 employés. Voilà. Donc, bien évidemment qu'on entend bien le discours de votre intervenant à Paris, mais en même temps, quelque part, je ne me sens pas concernée parce que les finances sont telles, nous sommes tellement justes que nous ne dépensons pas outre mesure. Nous avons déjà du mal à faire face à toutes nos charges avec les moyens dont on dispose. Madame Guichard, juste rappelez-nous le montant de votre budget de fonctionnement à Trèves. Il est entre 380 000 à 400 000 euros par an en fonctionnement, ce qui est quand même relativement faible et ne laisse pas place à beaucoup de folie, on va dire. Et je dirais, arrêtons les hypocrisies, parce que qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer nos ressources? Eh bien, on va transférer, on va mutualiser notre personnel artificiellement, mais il va continuer à travailler dans nos mairies. Donc, je trouve que... On va bientôt clore ce débat, donc allez-y, parce qu'après j'ai des questions importantes sur l'engagement. Je voudrais terminer cette première heure avec ça, s'il vous plaît. Je pense que je suis président de l'intercommunalité, alors qui est très sobre, c'est-à-dire on n'a pas un beau château au bras. Mais je ne pense pas qu'on puisse démontrer que l'intercommunalité a été une économie de gestion. Là aussi, il y a eu quand même pas mal de dérapages ou de choses différentes. Et puis je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que si la France peut vivre, c'est parce qu'il y a des entreprises qui investissent, des entreprises qui travaillent. La plus-value ne vient pas des services sociaux ou autre chose. La plus-value vient du travail. Et aujourd'hui, en réduisant le coût, les recettes des communes et des collectivités, on va réduire le travail, on va réduire l'emploi. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est extrêmement grave. Jean-Paul Capitan. Oui, sur la mutualisation, moi je pense qu'on est encore perfectible. Dans notre communauté de communes, par exemple, on a fait tout un travail de mutualisation sur l'équipement informatique et le travail des secrétariats. Elles travaillent maintenant ensemble. Elles sont localisées dans les mairies, mais elles ont une vision intercommunale. Ce qui veut dire que nous n'avons pu, à travers un serveur, par exemple, ne disposer que d'un seul logiciel, au lieu d'en avoir acheté 15. Et c'est vrai pour le matériel communal. Je pense aussi que nous avons des investissements dans les communes rurales, un tracteur, une mini-pelle, des choses comme ça, qui pourraient très bien servir, même si ce n'est pas à l'échelle de la totalité de la communauté de communes, par territoire infra-intercommunaux. Et là, il y a encore une valorisation et une mutualisation. Donc moi, je souscris, mais à condition que ça soit librement consenti et que ça soit adapté au territoire. Il est 11h53, vous regardez France 3, vous regardez La Voix est libre, la parole au petit maire, vous les entendez. Et puis en duplex à Paris avec nous, Patrick Lelydec.
Sur mes 5 maires, aujourd'hui, 4 se représentent. Alors, question simple, pourquoi poursuivre cet engagement alors que l'on entend beaucoup dire qu'il y a une désaffection pour cette fonction? Mesdames, messieurs, est-ce que c'est le sens de l'intérêt général? Est-ce que c'est la passion, l'altruisme? Ou est-ce que c'est aussi le goût pour le pouvoir? Je voudrais avoir un tour de table sur cette question. Pourquoi vous repartez? Pour les 4 qui repartent. Madame Béguet. Pour l'intérêt collectif, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser avec une équipe solide, renouvelée, et il me paraît intéressant que je continue à me consacrer à cette tâche. De l'intérêt collectif, De comme vous le l'intérêt disiez tout à l'heure, qui sort l'intérêt parfois à général. l'intérêt particulier. On parlait du tribunal et des recours parfois qui peuvent être faits sur des permis de construire. Mais vous vous heurtez à ça aussi quand même, à cette réalité-là, qui a une demande, c'est, allez, vous faites quelque chose, vous arrangez mon chemin pour que je puisse passer plus facilement chez moi, mais ce qui se passe chez le voisin, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi quand même ces dimensions-là auxquelles vous êtes confrontés les uns les autres tous les jours. Portez à la fois l'intérêt général, mais vous heurtez aussi aux intérêts particuliers. Être élu, c'est exigeant, mais c'est aussi et d'abord passionnant. Et moi, je pense que tant que la passion prime sur l'exigence, ben voilà, on peut continuer à s'engager. Le jour où ce n'est plus le cas, il faut savoir s'arrêter et laisser la place à d'autres. Évidemment, parfois, nos engagements sont difficiles. Nos concitoyens ne comprennent pas parfois qu'on leur dise non, parce qu'on ne peut pas répondre à tout. Mais en même temps, voilà, c'est le sens du collectif, de l'intérêt général, travailler au bien commun. Vous avez déjà perdu des amis, des proches, parce que vous aviez pris une décision à un moment donné qui a satisfait. Ça peut surtout quand on est maire. altérer les On est au relations. C'est pas un ami si on a perdu. Ça Le peut, plus difficile, c'est de dire non. Dire oui, c'est facile. Dire non, c'est plus difficile. Jacques Genest, Alors vous avez beaucoup de mandats. Hein. Je pourrais tous les citer, il y en a quand même pas mal. Pourquoi vous repartez encore? Ouais, parce que Vous êtes j'ai né encore, après 95. j'ai encore la passion. J'ai encore la passion et je pense que je peux être encore utile un peu au service de la commune et du secteur, comme je l'étais dans le milieu associatif. Puis je voudrais rapidement lire une partie de l'éditorial de M. Berbéria, président des maires ruraux, et je crois que ça va très bien en parlant du maire. Mission d'intérêt général auprès des citoyens, tour à tour confident discret, animateur social et local, incubateur d'idées, juge de paix, protecteur et soutien, conciliateur, incitateur, gestionnaire, garde-barrière, écrivain public, aux avant-postes et en arrière-cour, toujours sur la brèche, au four et au moulin. Les costumes sont nombreux et de toute taille. Je crois que ça représente bien. C'est vrai qu'on est parfois géomètre, conseiller juridique, Ça m'a beaucoup plu, médiateur. On joue tous les rôles, surtout dans les communes rurales. Voilà. C'est une évidence. Mais c'est ce qui fait le charme de notre fonction aussi. Oui, effectivement. Et je dirais tant qu'il y a plus que de moins, c'est ce qui nous motive à continuer les actions qu'on a déjà engagées, ne pas s'arrêter en cours de route, relever un nouveau défi avec une nouvelle équipe. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Et puis pour arrêter, je pense qu'il faut préparer cette étape-là. Pour ma part, je n'avais pas préparé ma succession et donc je ne sais pas ce que je ferai plus tard, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit. Le jour où j'arrêterai, il faudra que j'aurai avoir préparé la suite. Jean-Paul Capitan, vous avez décidé de ne pas repartir. Pourquoi? Disons que je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure. Je pense que c'est un peu comme une carrière de sportif. Alors, on ne va pas dire qu'on est des sportifs de haut niveau, mais je trouve qu'il y a une intensité, il y a une acuité dans le regard. Je pense que l'homme, il a un cycle dans sa vie, un moment où on se développe, où on installe, où on fait des investissements. Et puis, il y a un moment, comme pour moi, ce n'est pas une fonction qui doit rester, où on doit pouvoir passer la main parce que je pense qu'on perd en efficacité. Et du coup, ça me faisait penser un peu à l'oracle de la Pythie de Delphes qui disait l'homme commence de marcher à 4 pattes, il marche à 2 pattes pendant une période de sa vie et il finit sur 3 pattes avec une canne. Et je pense que pour être maire, il vaut mieux être bien sur ses 2 pattes. Alors, j'ai pas senti encore l'avènement de la canne, mais je pense qu'on doit pouvoir limiter ses mandats pour vraiment laisser des chances et qu'il n'y a pas de personnage providentiel. Patrick Lelydec, vous êtes avec moi, le seul non élu de ce plateau. Je voudrais avoir votre regard parce que là, ce dont on parle, c'est vraiment de l'engagement au quotidien. On parle de la proximité, on parle aussi d'une disponibilité en termes d'heures. Finalement, on voit chez les maires ce qu'on ne voit pas chez un certain nombre d'autres élus. Je parle des parlementaires parfois qui semblent beaucoup plus loin, beaucoup plus distanciés par rapport à nos concitoyens. Alors, bon, je pense en termes de temps de travail, les parlementaires travaillent beaucoup. Il faut être aussi conscient de cela. Ils sont évidemment plus fortement rémunérés. Je pense que la particularité du mandat de maire, c'est qu'au regard du temps de travail, il est moins rémunéré que d'autres mandats, c'est évident.
Il faut tout de même pas oublier ce qu'on pourrait appeler les bénéfices symboliques de la fonction. Être le premier magistrat de sa commune, c'est un honneur auquel j'imagine que les acteurs qui sont présents sur votre plateau sont sensibles. C'est aussi une place dans les cérémonies et une préséance vis-à-vis des autres. C'est une responsabilité, mais je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'il n'y a que des charges et aucun honneur. Et d'ailleurs, si c'était le cas, on ne comprendrait pas bien. Ils n'ont pas dit ça. Vous avez parlé aussi de plaisir. Pourquoi, finalement, l'intensité de la compétition est parfois et généralement présente. On peut quand même observer que sur nos 36 650 communes, au fond, il n'y en a qu'une soixantaine qui n'ont pas été capables de constituer des listes. Ouais, c'est peu finalement. C'est On en bien a beaucoup que la parlé. fonction reste On s'est dit attractive. que finalement, Et comme à chaque fois. 60 communes, Et comme à chaque fois. On est à peu près sur cet étiage-là, 30-40% des maires qui se représentent pas en moyenne. Il est 11h59 et 40 secondes. Donc ça veut dire qu'il est bientôt midi. Vous restez, tous les 7, vous restez avec moi bien sûr, tous les 6 pardon. Dans un instant, on va entendre ce que les citoyens attendent des maires. Vous me direz, vous, comment vous voyez vos administrés. Mais d'abord, c'est le Flash de midi. Il est présenté par Soria Khaldoun. Bonjour Soria. Des millions de vacanciers sur les routes en Rhône-Alpes. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Ah oui, c'est noir de monde en Rhône-Alpes. La zone A entame sa 2e semaine de vacances. Et vous allez le voir sur les routes, sur les autoroutes, mais aussi sur les routes tout court. Eh bien, comme la semaine dernière, le drapeau noir est tissé par bison futé sur les routes situées aux alentours des stations de ski. C'est noir dans le sens des départs en Rhône-Alpes et rouge pour les retours. Mais la bonne humeur est au beau fixe, regardez, comme le soleil. Autre perturbation pour les automobilistes, l'action des anti-nucléaires qui entendent marquer le coup du 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima pour dire qu'il est urgent de sortir du nucléaire. 15 ronds-points sont occupés autour de la centrale du Bugey. Certains militants se sont positionnés porte des Alpes à Saint-Priest, des militants notamment de Greenpeace qui nous expliquent pourquoi ils réclament la fermeture de la centrale du Bugey. Écoutez. Cette centrale déjà fait partie des plus anciennes puisque c'est la 2e plus ancienne après Fessenheim. Ensuite, elle est située dans une zone où vous avez par exemple le barrage de Vouglan qui est sur l'Ain. Et on sait qu'en cas de rupture de ce barrage, vous allez avoir une énorme vague qui va déferler 5 heures après sur le Bugey et qui va créer une vague de 9 mètres. Donc on peut très bien se retrouver avec une configuration assez proche de celle de ce qui s'est passé à Fukushima. Vous avez également à côté de cette centrale une zone Seveso, très près, à quelques kilomètres. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir interaction entre des accidents de la centrale et puis des entreprises qui sont sur ce site Seveso. Dans l'actualité de ce samedi également, la découverte d'un corps. C'était ce matin à Serrières, en Ardèche. Pas plus d'éléments pour l'heure sur l'identité de la personne dont le corps a été repêché dans le Rhône. Aucune disparition n'ayant été signalée dans le secteur. Et pour terminer, bien sûr, honneur aux femmes en ce 8 mars à travers le Centre d'information des droits de la femme, organisme qui a créé à Lyon un site internet dédié aux créatrices d'entreprises, aux entrepreneuses. C'est un reportage de Myriam Figueroa et de Laure Croza. Vous allez bien ? Oui. Depuis 1975, le CIDF du Rhône aide les femmes à garder la tête haute et à faire respecter leurs droits, mais aussi à créer leur entreprise. Un accompagnement de 3 ans, du projet à sa réalisation. Et pour rendre visibles ces entrepreneurs et faire connaître leurs spécificités au féminin, le CIDF a créé l'an dernier un site internet dédié. Les créatrices y racontent leur parcours, leurs difficultés et peuvent aussi partager leurs succès, histoire de changer les idées reçues. On s'est aperçu, quand on parlait des mots business, création d'entreprise, création d'emploi, artisanat, spontanément, on avait encore en tête un nom ou un visage d'homme. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de contribuer à rendre plus visibles les femmes entrepreneurs, en nous disant effectivement qu'il était nécessaire qu'on ait des modèles de réussite féminins. Parmi ces créatrices, présentes sur le site, Catherine Chusville. Elle a monté voici 4 ans un atelier de tapisserie d'ameublement à Bron, un projet suivi pas à pas par le CIDF et qu'elle raconte très volontiers aujourd'hui à travers le site internet. C'est une façon aussi de témoigner pour les autres. Les femmes qui ont des projets de création d'entreprise et qui consultent ce site peuvent peut-être se rassurer en ayant connaissance de notre existence et de notre parcours.
Chaque année, le CIDF aide à la création d'une 50aine d'entreprises au féminin, un travail que le site internet met aujourd'hui en pleine lumière. Voilà, pleine lumière à présent sur Olivier Michel et bonne journée à toutes les femmes. Merci Soria, on vous retrouve ce soir à 19h. Moi non plus, je n'ai pas oublié que nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Mesdames, question, sentez-vous qu'il y a une différence avec les hommes dans la manière dont on apprécie, dont on juge votre travail, ou finalement cette époque-là est totalement révolue? Pour ma part, je pense que les choses évoluent. Elles évoluent favorablement. Les femmes sont de plus en plus présentes. On le voit dans le milieu des élus, mais également dans le milieu professionnel. Mais bon, on ne peut pas passer d'une époque où il y avait énormément d'hommes à des positions importantes à la parité totale aujourd'hui. Il faut que ça se fasse, il faut que les mentalités évoluent. Et ça, je pense qu'on est dans le chemin de la réussite de ce projet-là. Vous demandiez si les gens nous jugeaient différemment. Écoutez, j'ai pas le sentiment que l'on soit jugé différemment, bien que j'ai lu un sondage cette semaine qui m'a un petit peu étonné justement, où on demandait voudriez-vous une femme mère, enfin etc. J'ai été même surprise de la question. Pourquoi on ne demande pas voudriez-vous un homme comme mère? Donc vous n'avez pas. Ce qu'on entend souvent, c'est que vous devez faire plus vos preuves qu'eux. Je pense qu'une femme, d'emblée, quand elle arrive, quand elle accède à la mission de mère, il faut qu'elle fasse ses preuves, effectivement. Mais ceci dit... Femmes mères que d'hommes, oui, malheureusement. Voilà. 13% nous a dit Patrick Holiday qui a rectifié, j'avais dit 14, finalement c'est 13. Messieurs, maintenant, question, combien de femmes dans vos conseils municipaux respectifs? Allez-y, messieurs, là, vous devez me le dire. Là. Je suis à parité aujourd'hui. Vous êtes à parité? Oui, dans votre conseil municipal ne le rend pas obligatoire. Alors moi je suis loin de la parité parce que j'ai que 3 femmes, mais il y a une raison. 3 sur 15. 3 sur 15, il y a une raison, c'est que sur la commune, j'ai une maison de retraite communale qui emploie 60-70 personnes, essentiellement des femmes, donc ça pose un problème, et qui n'ont pas le droit de se présenter. Donc ça pose quand même un problème pour aller chercher les... C'est très très dur. Monsieur Capitan. On n'est pas à la parité non plus. D'accord. Combien? Je crois que je ne sais plus, mais on n'est pas à la parité, je crois qu'on a 3 femmes. Et la parité sauvera les hommes un jour. Très, très brièvement, Patrick Lelydec, du coup la loi qui impose la parité pour les communes, rectifiez-moi, plus de 1000 habitants, hein, c'est bien ça, plus de 1000 habitants désormais. Vous pensez que là aussi c'est quelque chose qui va fondamentalement changer aussi la représentation dans la vie politique locale? C'est une bonne chose pour la diversité. Alors je pense que ça va avoir un impact, je dirais, relativement faible. L'impact le plus important des changements des modes de scrutin en termes de parité, c'est le fait que les conseillers généraux seront désormais élus de manière paritaire, par binôme. Or, on sait très bien que le conseil général est le vivier de la députation. Et donc, c'est plutôt l'élection des conseillères générales à parité, le fait d'avoir 2000 femmes conseillères générales alors qu'avant elles étaient très très peu nombreuses, qui va avoir un impact majeur. 2015, hein, ces élections. Alors, je peux rectifier une erreur fondamentale que vient de faire monsieur. Le conseil général n'est pas du tout le vivier des parlementaires. Le vivier des parlementaires, c'est la fonction d'attaché parlementaire et de l'ENA. Il n'y a pratiquement plus aucun conseil général qui devient député. Alors, beaucoup d'attachés parlementaires deviennent conseillers généraux, je vous l'accorde. Vous allez passer des vacances formidables tous les deux. Et vraiment, vous m'invitez pour une soirée, s'il vous plaît, parce que ça va être vraiment passionnant. Beaucoup de fonctionnaires territoriaux également. Non, mais c'est les attachés parlementaires. Allez, je voudrais maintenant aborder les attentes. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des maires? Je vous propose un medley des micro-trottoirs qu'on a diffusés ces dernières semaines dans La Voix est libre. On vous écoute. C'est la première chose que l'on attend d'un maire en règle générale. Il faut qu'il puisse montrer l'exemple et qu'il puisse nous dire où aller et comment y aller, quoi. Être honnête et nous dire vraiment les choses. Être transparent. Qu'il écoute ses concitoyens. Qu'ils fassent leur travail, ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils demandent l'avis aux autres. Qu'on ne fasse pas tout seul. Ils consultent un petit peu les contribuables, peut-être plus souvent quand il y a des projets. Qu'il y ait plus de collégialité dans leurs décisions. Ils tiennent leurs promesses, ce sera déjà un bon début. Comme tout le monde, quoi. Désolé, ça passe à la télé, mais... Comme tous les élus, moi, c'est ce que je pense, ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Du boulot. Ça, c'est la première chose, on est obligé de le dire. Du boulot.
Any comment, comme on dit à Londres, des commentaires? Tout ça, c'est du bon sens. Oui. Évidemment, nos concitoyens attendent de la probité, attendent qu'on soit engagé, attendent qu'on soit à leur écoute. Et en plus, on prend plaisir à le faire. On est tous au contact des familles, des associations, des entreprises. Moi, je fais des réunions de quartier dans ma commune pour prendre le pouls aussi de la population, pour voir si on ne se trompe pas de direction. On est toujours, tous les matins, en train de se demander si ce qu'on fait est bien, s'il ne faut pas réajuster un petit peu le sens de notre action. Et on se remet en question en permanence. Et c'est bien. Jean-Paul Capitan. Oui, j'apporterai aussi une petite distinction entre le but et le chemin. Il y a quelquefois, on ne peut pas toujours être en phase avec la population parce que quelquefois, on a identifié un but qui peut être en décalage avec les attentes de la population. Le travail, c'est ensuite le chemin et c'est comment on l'accompagne et comment on essaie de faire partager. Alors, c'est toute la question de la démocratie participative et de l'accompagnement et de la place. C'est d'abord comment on donne la confiance, comment on l'inspire ou comment on la restaure. Madame Béguet. Le maire, c'est celui qui doit toujours avoir un regard plus loin. Ouais. Et c'est vrai que ce regard plus loin, il n'est pas toujours compris. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser la garde et qu'il faut continuer parce que dans le temps, eh bien, ça se révèle toujours... ça se révèle bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les opinions, mais je crois qu'il faut toujours garder le cap. Moi, je pense que le contact avec la population, alors moi, je ne fais pas de réunion de quartier, mais je vais sur le marché, je vais dans les bars, je vais à des manifestations, on voit les gens, on discute, on écoute. On doit avoir un temps d'avance, c'est évident, parce que les gens, c'est normal, ils pensent à leur intérêt direct, professionnel. Je pense qu'on a un temps d'avance. Alors, la démocratie directe, participative, je l'ai connue quand on était à la région, puisqu'on l'avait instaurée. Bon, à part dépenser des millions d'euros pour pas grand-chose, ça mène pas. Si on a fait un système électoral, s'il faut bien que quelqu'un prenne la décision, les décisions à un moment ou à un autre. Et je pense très important, regardez le sondage qui dit que les gens sont contents de leur maire. Et mettez-le à côté de ce qu'ils pensent, par exemple, de la politique. 88% des Français n'ont plus confiance en un parti politique. C'est très grave, ça. 88% des Français sont contents de leur maire. Annick Guichard. Moi, je dirais qu'effectivement, le défi du maire, c'est de pouvoir mettre en cohérence les idées qu'il soutient et que son conseil municipal soutient, les besoins de la population, les attentes de la population et également les finances dont il dispose. Ça, c'est une vraie difficulté, parfois une équation impossible à résoudre. Et puis après, effectivement, la population doit être consultée, doit être informée, mais à un moment donné, le conseil municipal est là pour décider des orientations et tout ne peut pas être sujet à référendum municipal, on va dire. C'est même la garantie de la démocratie. Oui, oui. On retourne vers Paris, s'il vous plaît. Petite remarque, petit commentaire sur ce qui vient d'être dit, Patrick Lelydec. Moi, si vous voulez, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est parmi les attentes qui ont été formulées à l'occasion de vos reportages, c'est des attentes d'honnêteté, de transparence, de vérité, etc. Des valeurs. Et ce qui m'embête beaucoup dans la façon dont se déroule cette campagne municipale, c'est qu'au fond, il est fait l'impasse à peu près sur deux gros enjeux absolument majeurs. C'est d'une part la diminution assez drastique des dotations qui interdira de financer les projets qui sont proposés par les programmes, sauf à augmenter massivement les impôts. Or, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle, à la fois, les candidats massivement promettent la stabilité de la pression fiscale et formulent tout un tas de projets qui ne pourront pas financer avec cette stabilité de la pression fiscale. Le deuxième enjeu que je trouve notoirement absent, c'est effectivement leurs projets intercommunaux. Désormais, les conseils communautaires vont être élus dans les communes de plus de 1000 habitants au suffrage universel direct. Or, il est à peu près fait l'impasse sur cette dimension intercommunale, alors même qu'on sait très bien qu'elle sera particulièrement majeure durant la mandature qui s'ouvre. Et je dirais, sur votre plateau, lorsque les maires se sont présentés, il n'y en a que deux, et ce sont d'ailleurs les femmes, qui ont précisé qu'elles étaient membres que leur commune était membre de communautés de communes dont elles ont cité le nom. Les autres ne l'ont pas fait, je le regrette. Alors Patrick Lelydec, juste parce que comme vous n'êtes pas à Lyon, il faut que je vous explique aussi ce qui se passe sur le plateau. On a commencé sur la première heure où vous étiez l'aiguillon, et là, sur cet enjeu, sur ces deux enjeux finalement qui échapperaient aujourd'hui à la campagne municipale, vous sembliez tous d'accord évidemment sur ce constat. Bien sûr.
Alors, c'est évident. Quand même, quand M. Lidec dit on ne parle pas d'intercommunalité, on ne parle pas de raréfaction des ressources. Dans la c'est campagne faux. électorale Si, aujourd'hui. moi, à Morat-Saint-Valoir, je tenais ma réunion publique à la salle des fêtes il y a 2 jours. Au niveau On national, a parlé communauté de communes et j'ai dit aux Maurassiens, les gros investissements qui ont été faits sur la traverse du village de l'école, on ne va pas les refaire et on n'a pas forcément les moyens de dépenser demain en termes d'investissement ce qu'on a fait sur ce mandat. Sur ce dont on a parlé dans la première partie de l'émission. Sur l'intercommunalité, vous avez eu beaucoup de débats, même c'est la question nous est renvoyée à nous, journalistes, on est bien d'accord, mais beaucoup de débats sur le thème de l'intercommunalité avec même des ténors nationaux. Non. Ça, c'est l'affaire des ténors Mais nationaux. Peut-être pas dans les médias, mais en tout cas, votent les lois. Même avec nos citoyens, c'est des sujets dont on parle continue d'une certaine manière de faire peur. Alors, moi, il me semblait que j'avais parlé de l'intercommunalité. Je suis un fervent partisan de l'intercommunalité. Je la défends. Je porte même l'idée que le PLUI, à mon avis, n'a pas d'avenir en dehors. Le PLU n'a pas d'avenir en dehors de l'intercommunalité, parce que c'est une échelle qui permet, à mon avis, de faire bouger les équipements en dehors du strict périmètre communal. Mais globalement, je pense que ça continue de faire peur. Mais c'est tellement récent dans l'histoire, dans l'inconscient collectif. Enfin, on voit l'évolution, on a vu l'évolution de l'Église à travers les paroisses, les regroupements. On voit l'évolution de certaines multinationales, comment ils ont choisi ou pas de laisser des sièges nationaux. Donc, je veux dire, on est dans un courant de l'histoire qui, à mon avis, c'est pas spontané. Et en même temps, je conçois que ça puisse faire peur. Le travail à nous d'être pédagogues et d'expliquer la réalité aux citoyens. Il n'y avait pas que l'intercommunalité dans la remarque de Patrick Lidec, c'est les questions des dotations de l'État. Voilà. Moi, je crois que j'ai fait beaucoup de campagnes électorales, au conseil général, commune. Vous savez, entre nous, je suis honnête, je dis, la question de l'intercommunalité, on ne me l'a jamais soulevée. On me l'a très rarement soulevée. Par contre, moi, dans mes vœux communaux, j'ai dit c'est la fin de l'État-providence et c'est la fin de la commune-providence. Aujourd'hui, avec les baisses de dotation, on va être obligé de faire des choix très très durs. Bien sûr. Et ça, c'est clair. Mais on peut aussi améliorer le cadre de vie et les services rendus à nos concitoyens à moindre frais. On peut faire de petites choses qui coûtent pas cher dans les communes et qui changent la vie des gens. Et je pense pas forcément que nos des dépenses importantes. N'attendent pas que des investissements. On n'est pas un carnet de chèques. Ils attendent du relationnel, le sentiment de sur l'avenir, la capacité de ne pas écarter les plus faibles, la capacité de rassurer, donner du sens, assurer un minimum de sécurité. Et c'est pas que de la sécurité active dans une période troublée, de pouvoir quelquefois redonner un peu de l'espace, de la réflexion. Je pense que le travail de maire, c'est aussi ça. Anne Guichard. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est à nous, élus, de montrer à nos concitoyens l'intérêt de l'intercommunalité, de voir le poids qu'elle prend aujourd'hui et que c'est vraiment pour nous, petites communes, notre avenir et là où les projets importants doivent se construire. Juste dernière intervention, sur la technique. On a l'air de dire que c'est le summum avec le fléchage. Honnêtement, le fléchage ne changera rien. Parce qu'avant, c'était les conseils municipaux qui votaient. Là, c'est les listes. La seule chose que ça changera, c'est une chose très politique avec un P, c'est la proportionnalité. La proportionnalité à la représentation. Merci. C'est ça qui va changer. Merci infiniment à vous 5 d'être venus ici. Merci infiniment de vous être emparés du débat. Merci beaucoup à vous aussi, Patrick Lidec, d'avoir joué le jeu, partagé, a été aussi l'aiguillon de ce débat. Dans un souci d'équité, même si vous étiez invité aujourd'hui, qualité, je tenais quand même à citer les autres listes, voir les candidats libres qui se présentent dans vos communes respectives. Face à vous à Trèves, Madame Guichard, une liste conduite par Monsieur Jean-Christophe Dozoulé, et puis un candidat libre qui s'appelle Jeannie Cardia. 2 listes à Cordel pour prendre votre succession, Jean-Paul Capitan. L'une est conduite par Bernard Vignan et l'autre pourrait être conduite, c'est pas encore complètement décidé, par Didier Defont. À Coucouron en Ardèche, il y a un seul candidat libre en plus de votre liste, Jacques Geneste. Il s'appelle Jean-Paul Argenson. Alors à Moras, pour être très clair, j'ai pas eu confirmation de la part de la préfecture qu'il y avait effectivement un candidat libre dans votre commune, Monsieur Ferlet. Par contre, pas de second liste à Civrieux, donc on peut sans trop s'avancer dire que vous serez réélu, a priori, maire de Civrieux. Sera réélu. Votre liste. Le maire, c'est autre chose. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir livré vos témoignages et vraiment, c'était intéressant pour moi de terminer cette série de Voix libres avec vous. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé sur l'émission, Pascal Denot, Frédéric Gramont, Adrien Gros-Adonez, Arnaud Dubois, Yves Lacroix, Laurent de Bretagne, j'en oublie encore. La Voix libre était réalisée ce matin par Bernard Perrin. Maintenant, l'instant où je me transforme en speakerine, il me reste très très peu de temps, juste pour vous annoncer que il y a des programmes régionaux cet après-midi, 15h20, rediffusion d'émission Enquête de région, émission très intéressante, elle est consacrée au logement, et puis 1 heure plus tard, Liberté au sommet, au sommaire de Chronique d'en haut. On vous fera pénétrer dans le monde des doudingues de la glisse, les friskieurs. Voilà, la semaine prochaine, on parlera de Saint-Étienne dans La Voix est libre, débat des municipales. Très très bonne journée à vous sur France 3.